Bonjour à tous. Donc, je voudrais faire démarrer cette deuxième table ronde. Donc, sur un sujet qui a déjà émergé lors de la première ce matin, donc le volet financier, le volet économique. Donc, la question qu'on se posera, c'est quels sont les modèles économiques pour l'écolo aujourd'hui et demain. Nous allons donc faire un petit tour de table très rapide pour nous inviter participants à cette table. Et ensuite, on donnera pour démarrer la parole à Guillaume pour faire une petite rétrospective donc financière et historique concernant la colo Montjoie. Tu veux qu'on se présente un peu? Un tout petit peu. Très bien. Bonjour, donc Jean-Michel Boquet. Mon vrai métier est conseiller technique à l'aide sociale à l'enfance, mais je travaille aussi depuis un moment dans la suite de Jean Housset sur la question des colos et notamment sur toute une série de réflexions que je vais vous partager sur le modèle socio-économique. Donc moi c'est Guillaume Lebas, je suis trésorier de l'association en ce moment depuis une dizaine d'années, de l'association Montjoie, et j'ai été animateur et directeur des séjours aussi de Montjoie depuis maintenant 28 ans. Bonjour, Gaël Jouan, association Val-Soleil, le domaine des Landes. Voilà. Denis Thomas, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse pour le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, enfin au service de la jeunesse, engagement et sport de la Seine-Maritime. Bonjour, Pascal Grialou, moi je représente la Caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime. Moi je suis chargé de conseil et de développement, plutôt en direct en fait sur les territoires, et j'ai également une référence interne sur toutes les questions d'enfance et de jeunesse. Merci pour ce premier tour. Donc, pour démarrer, je disais, je laisse la parole à Guillaume. Donc, alors, historiquement, les finances de Montjoie, ça va bien. Eh bien, écoutez, donc voilà, donc le but c'est un petit peu pour commencer ce débat, c'est de vous montrer un petit peu, nous, notre association, comment on arrive à financer nos séjours. On va un peu se mettre à nu en vous montrant nos chiffres. J'ai préparé des petites diapositives pour cela, pour rendre un peu les chiffres moins indigestes. Faut juste que je les retrouve. Voilà, tac, et voilà. Alors, vous allez peut-être pas très bien voir, mais ce que je voulais vous montrer, c'est tout d'abord la particularité de notre structure, de notre association. À travers ces trois chiffres. Ça, c'est nos dépenses de cette année. On organise donc un centre de vacances, comme vous l'avez compris, de 3 semaines pour entre 40 et 50 enfants chaque année. Ça correspond à notre gros budget, vous voyez, à peu près 55 000 €. Des séjours famille, alors de temps en temps, là cette année c'était 2 séjours famille, mais des fois ça peut monter à beaucoup plus. D'habitude on organise également des camps pour adolescents, mais pas cette année. Et puis, on a une part association, vous voyez, qui représente un faible coût, en fait. Ce que je voulais vous montrer, là, c'est la particularité de notre structure. Nous sommes une association gérée que par des bénévoles. On n'a pas de permanents, on n'a pas de locaux, on n'a donc pas de frais fixes. Vous voyez, tout ce qu'on reçoit comme subvention, comme argent public et argent privé, est intégralement dépensé au niveau des séjours. Voilà, ça fait quand même une des choses importantes des caractéristiques de notre association. Ensuite, avant de parler des dépenses, je voulais plutôt vous parler des recettes. Des dépenses, pardon, excusez-moi. Attends, je suis perdu, j'ai plus mes diapositives dans l'ordre. Voilà. Non, oui, les dépenses d'abord, voilà. Comment dépensons-nous l'argent qui nous est confié ? Et à travers ces différents chiffres, je vais reprendre un petit peu le discours de Karine ce matin, c'est-à-dire que j'espère que vous allez voir les points clés de l'association à travers ces priorités financières. La première, vous voyez, c'est le salaire et les charges. C'est une part importante, c'est la part la plus importante de nos dépenses sur les séjours de vacances. Faut savoir que normalement, d'après la législation jeunesse et sport, on doit être à peu près, maximum, la préconisation, c'est un adulte pour 12, un encadrant pour 12. Nous, on est à 1 pour 6 au niveau de l'animation. Mais quand on regarde, parce qu'on a un cuisinier, on a un directeur, un adjoint, un économe, etc., un assistant sanitaire, en fait, on arrive à 14 personnes pour 42 enfants. Et quand on fait le ratio, ça fait 1 pour 3.
Donc quand on parle d'association familiale, le mot est, voilà, il est en action, quoi. C'est-à-dire que là, on a un adulte pour 3 enfants présents en colo. Ensuite, le budget principal, c'est l'hébergement. On en discutait ce midi. La particularité aussi de notre association, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de locaux. C'est peut-être ce qui nous a fait survivre jusque-là, c'est-à-dire qu'on loue des locaux chaque année, ce qui nous permet, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un mur des différents séjours que nous avons fait durant les 60 ans. On a parcouru un petit peu la France entière, ce qui nous permet de changer d'atmosphère, de proposer différents lieux de vacances pour les mêmes enfants qui reviennent parfois chaque année. Et ce qui nous permet surtout de ne pas avoir de frais fixes. Donc le transport, qui nous paraît aussi importante, elle fait partie notamment de la thématique d'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que c'est un gros poste de dépense, et on parlait en association d'essayer de mutualiser des véhicules éventuellement, parce que on est tout le temps en réflexion par rapport à nos dépenses. L'alimentation, nous venons avec notre propre cuisinier, notre propre personnel technique, etc. Et c'est une aussi des forces de l'association, c'est-à-dire d'associer même l'alimentation dans la pédagogie, dans tout ce qu'on veut, dans les vecteurs de ce qu'on veut proposer aux enfants. On veut que l'alimentation fasse partie intégrante. Et donc, ça a un coût. Vous voyez, donc c'est l'un des postes les plus importants. Ensuite, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est la part de l'activité ces jours. C'est quasiment le dernier. C'est-à-dire qu'on a entendu parler tout à l'heure ce matin de ces jours qui étaient très axés sur les activités. Une semaine, 5 jours, où les jeunes choisissaient sur un catalogue, ils faisaient peut-être, je sais pas, n'importe quoi, du quad, de la voile, etc. Nous, les activités, c'est ce qui vient en dernier. Par contre, ce qui vient un peu au-dessus, c'est le matériel. On achète du matériel pour proposer des animations aux enfants. C'est ce que Karine vous disait tout à l'heure. Et ça se traduit évidemment dans nos chiffres. Voilà. Donc voilà comment on dépense l'argent qui nous est confié. Et maintenant, comment on arrive à subventionner nos séjours. Alors, j'ai divisé mon camembert en 2 parties. En 2 parties parce qu'évidemment, il y a une part familiale. On demande aux familles... Alors, le coût du séjour, c'est 1 300 € pour 3 semaines. Donc, on regardait, j'avais fait le calcul tout à l'heure, ça fait 65 € par jour. Tout à l'heure, l'intervenant nous disait que c'était à peu près 100 € de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est ça ? C'est que c'était à peu près 100 € les prix des séjours qu'il proposait. Nous, on essaye, sur 3 semaines, on est à 65 € par jour. 1 300 €. Alors 1 300 € évidemment, les familles que nous, on va toucher, je vais vous montrer leur quotient familial en gros, c'est beaucoup trop. Donc on sait qu'on a essayé d'adapter, si vous voulez, le forfait famille, on appelle ça comme ça, nous, le forfait famille, à leur quotient familial. Donc en fait, on propose aux familles de payer entre 150 et 300 € par famille. Voilà, c'est ce qu'on s'est fixé, ce qui donc représente à peu près 15% du prix du séjour. Alors à côté, nous avons ce qu'on appelle nous produits de séjour. Ce sont les organismes, les maisons d'enfants qui on accueille. On est en partenariat avec la maison d'enfants d'Elbeuf, celle donc de Rouen également. On accueille à peu près 8 à 10 enfants de maisons d'enfants, et eux ils payent le séjour entièrement, ce qui représente, vous voyez, à peu près 15% également. Et puis les bons vacances, ce qu'on appelle VACAF, les bons vacances, représentent 20%. Et en gros, grâce à ces 3 sources de financement, on arrive à financer la moitié du séjour. Reste encore à peu près 25 000 € à trouver. Alors, je vais vous montrer 2 phases. La première phase, c'était celle avant que quand je suis arrivé trésorier, en fait. Quand je suis arrivé, trésorier me dit, tu vas voir, c'est facile, c'est pas compliqué. La dernière partie à trouver, c'est assez simple. On a une CAF, on a une antenne locale à Elbeuf, et ils nous connaissent, et souvent, ils nous subventionnent, quoi. On a toujours eu une subvention très conséquente de la CAF d'Elbeuf, et vous voyez qu'ils représentent quasiment, à part mon petit camembert qui est représenté par les mairies, mais en fait, ils nous subventionnaient quasiment à hauteur de la moitié de nos séjours. Et puis, progressivement, on a perdu cette antenne locale, on a perdu et donc on a perdu ce camembert, cette partie de camembert. Et là, du coup, il a fallu essayer de trouver des financements autrement. Et donc, il a fallu se documenter. Il a fallu aller voir Jeunesse et Sport pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme, en disant, mais comment peut-on trouver maintenant encore 25 000 € tous les ans ? Parce que, évidemment, la CAF, c'était pérenne. C'était tous les ans qu'on avait 25 000 €.
Et donc là, comment on a fait? On a été chercher un petit peu des sous à droite et à gauche, et notamment on a répondu à des appels à projets. Les appels à projets, c'est bien, mais il faut rentrer dans l'appel à projet, il faut rentrer dans le cadre de l'appel à projet. Chaque année, ça change. Eh bien, pour répondre à l'appel à projet, il faut avoir un cahier des charges bien précis. Par exemple, avoir une comptabilité analytique, il faut prendre un comptable, etc. Il faut faire des rapports financiers, il faut faire des rapports moraux, il faut faire les rapports d'AG, etc. Et on a commencé à rentrer dans un cycle un peu plus professionnel. Donc maintenant, vous voyez, après 2012, notre part, la partie du camembert, famille, etc. n'a pas changé, mais la partie recherche de financement, elle a complètement changé. Il a fallu renouer des partenariats avec les mairies, donc beaucoup de déplacements. Il a fallu répondre à beaucoup d'appels à projets et faire aussi appel à des dons privés, à des dons d'associations, les Kiwanis, le Lions Club, etc. Et se lancer dans une course tous les ans de recherche de financement. Et l'intitulé de notre table ronde, là, c'est non seulement les financements, mais aussi le bénévolat. Et là, moi j'insiste parce que notre temps de bénévolat a complètement changé. Complètement changé. Moi, avant, en fait, je me baladais avec les directeurs et avec le chéquier dans ma poche, et puis on allait faire des petits achats, c'était sympa. Et j'allais sur les séjours. Là, tout mon temps, il a été pris pour la recherche de financement. Des veilles sur informatique, parce que qui finance, quels sont les appels à projets auxquels on peut répondre, et on en répond à 10 pour en avoir 3, quoi. Donc, et ça c'est tous les ans, et c'est pas les mêmes, donc la problématique est plus la même, et le temps d'investissement non plus, quoi. Voilà, et tout ça évidemment, comme on est des bénévoles, c'est le samedi et le dimanche. Voilà. Donc, mais bon, on a réussi, hein, ça fait 10 ans qu'on continue et qu'on arrive à trouver nos financements, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc là, c'est après 2012. Donc, effectivement, je te dis, c'est une recherche de financement constante. Alors, il faut dire que depuis 2 ans, la donne a un peu changé, parce que le gouvernement a lancé 2 types de choses. Les fameuses colos apprenantes, auxquelles il a bien fallu qu'on adhère à un moment donné, parce que, évidemment, c'était une des sources de financement importantes. Donc on a fait en sorte d'adhérer aux colos apprenantes. Et également, cette année, a été mis en place le pass colo, c'est-à-dire que c'est une subvention de quasiment 300 € pour une tranche d'âge particulière, une tranche d'âge que nous touchons puisque nous avons des colos de 6-12 ans. C'est pour les enfants de 11 ans. Le problème, c'est que est-ce que ce pass colo, est-ce que ces colos apprenantes vont être pérennes dans l'avenir? Ça, c'est une grande question. Voilà, et moi, je voulais terminer mon intervention en disant que je vous dis, le profil des bénévoles maintenant a changé. Enfin, c'est devenu très technique. Et la question que je me posais, c'est comment nous, petite association de bénévoles, pouvons-nous encore survivre dans un monde associatif qui s'est de plus en plus professionnalisé. Okay. Belle question, avec un enjeu de perspective qui peut être lu peut-être avec Jean-Michel, pour le coup, en première réponse. Je vais essayer de balayer un tout petit peu la question des modèles socio-économiques des colos. Alors depuis leur origine, je vais remonter aussi au tout départ. Et j'ai un peu repensé mon intervention à la suite des échanges de ce matin. Donc il y avait des questions qui me sont venues. Je me suis dit, il y a des trucs à aller travailler là-dedans. Voilà, donc je vais essayer de garder un fil, mais il est possible que je passe un peu du coq à l'âne puisque j'ai fait ça un peu en dernière minute. Premier élément que je voudrais quand même préciser sur la question du modèle socio-économique des colos. J'ai sous les yeux là un article qui a été publié dans l'école des parents, qui est signé par Jean Housset en 1978. Et comment s'appelle cet article? Il s'appelle SOS Colo. Et quel est le début de l'article? Il est exclusivement sur la question économique des colos, puisqu'il rappelle, et ça répondra à des éléments que vous avez donnés, que les coûts augmentent. Donc il se pose la question de savoir si ces coûts qui augmentent permettront aux colos de survivre. Et il rappelle quelques chiffres intéressants. Donc à l'époque, en 78, une journée de colo coûtait 40 francs. Il rappelle qu'en 1946, l'aide de l'État était de 45% sur ce prix. Et qu'en 78, il représente 20 centimes. Donc,
la question, et il se pose la question de l'avenir des colos. Alors, ce qui est rassurant, c'est que Montjoie existe toujours, elle existe en 78, elle a été prise par les mêmes enjeux et elle existe toujours. Donc, SOS Colo certes, mais ça a survécu. Et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est comment ça a survécu et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Et évidemment, la grande bascule, elle a lieu dans ces années-là, jusque, grosso modo, les années 80. Et c'est ça que je vais essayer de reprendre en précisant un certain nombre d'éléments. Et comme un peu pour la réglementation, où on dit c'est de la faute à l'État, on dit aussi parfois, sur la question des subventions, c'est de la faute à l'État, sauf qu'on peut se rendre compte on se rendra compte qu'au fur et à mesure, dans les années 70, le modèle des grosses fédérations est déjà un modèle qui cherche à éliminer une partie de la subvention. Donc il y a là quelque chose qu'il faut reprendre d'un point de vue historique. Alors, pour faire un peu court, avant l'origine des colos, fin du 19e, la colo, c'est d'abord, et il faut le rappeler, une initiative privée. Ça n'est pas une initiative publique. Donc, c'est du milieu associatif. Milieu associatif avec des gens engagés, bénévoles, qui vont construire, à la force de leurs convictions, un modèle particulier, sanitaire dans un premier temps, puis éducatif. Et c'est ce modèle-là qui va perdurer. Donc, début XXe siècle, les organisateurs de colos, c'est des associations de patronage, une espèce de Montjoie avant Montjoie. C'est des associations laïques, c'est des caisses des écoles qui vont travailler ça. Et donc, le modèle est associatif, basé sur du bénévole ou du semi-bénévolat. Alors, ce que j'appelle du semi-bénévolat, c'est par exemple les enseignants en vacances. L'enseignant en vacances, il est sur ses congés payés. Contrairement à l'étudiant, qui n'est pas sur des congés payés, qui est sur un temps libre, non rémunéré. Donc, les colos se sont basés massivement sur des semi-bénévoles et des bénévoles. Ça, c'est le premier modèle socio-économique, c'est la philanthropie, c'est des financements privés, c'est du don, c'est les bonnes œuvres, donc les bonnes œuvres catholiques, les bonnes œuvres laïques, etc. Ça, c'est le début. La première bascule, c'est le Front populaire qui va faire des colos une politique publique importante. Et donc là, on voit rentrer une dimension de politique publique et des subventions d'État. Pour arriver à 1946, je fais un peu rapide, il y a la guerre entre deux, etc. Et politique publique, 45% du budget des colos est financé directement par l'État. Et à partir de ce moment-là, c'est repris dans le bouquin de Fouque sur l'histoire des colos et de la co-construction du ministère de la Jeunesse et des Sports. À partir de ce moment-là, tout va être co-construit entre les très grosses fédérations d'éducation populaire organisatrices de colos, qu'on voit apparaître. C'est l'UFOVAL pour les laïcs, c'est l'UFCV pour les cathos, c'est la JPA, qui vont co-construire avec l'État un modèle spécifique. Réglementation co-construite, personnel détaché dans les associations et co-construction des formations à l'animation volontaire, etc., etc. Donc c'est vraiment cette période-là. Et dans ce moment-là, on reste sur un modèle socio-économique qui est relativement identique, basé sur des volontaires, avec des semi-bénévoles et une forte participation des associations. Mais on constate par exemple que dans ces associations, dans ces grandes fédérations, la place des bénévoles est quand même assez réduite. Je fais court, mais les gens de l'UFCV, ils sauront ça aussi bien que moi. Un INP, un instructeur non permanent, dit autrement appelé aujourd'hui formateur BAFA. L'INP, qui était la force vive de l'UFCV, qui était des dizaines de milliers en France, n'était pas adhérent à l'UFCV et n'avait jamais accès à la gouvernance. La gouvernance était ailleurs. Dans un article de la revue Esprit, toujours de 78, ils reprennent les chiffres. Le budget de l'UFCV en 78, c'est 27 millions de francs. Et la part des adhésions, c'est 0,4%. C'est-à-dire que les 27 millions de francs ne viennent pas des associations adhérentes. Elles viennent de subventions de l'État pour répondre à des dispositifs de politique publique, déjà en 78. Et à ce moment-là, l'article de la revue Esprit dit, par exemple,
De nombreuses raisons incitent les associations propriétaires de locaux à adopter un style de gestion d'entreprise pour en assurer la maintenance. Le contexte socio-économique d'évolution des mœurs en ce qui concerne le confort des vacances, des colonies de vacances, les exigences administratives en matière de sécurité et d'hygiène, l'accroissement des charges sociales et fiscales. À cet égard, l'activité associative est de plus en plus assimilée à une activité commerciale ordinaire, ne favorise guère la vie associative. Cette phrase, on la colle aujourd'hui, tout le monde est d'accord. 1978. Ce qui veut dire que l'association type Montjoie, bénévole, qui fonctionne avec des aides, etc., c'est censé être la base de ces grands mouvements d'éducation populaire. Dans les faits, ils ne le sont pas. Et la colo va durer sur ce modèle-là, une petite association adhérente à une grande fédération. Je rappelle que quand on représentait les animateurs et les animatrices dans des organismes paritaires, c'était les fédérations d'éducation populaire qui les représentaient. Leurs employeurs. Je précise ça quand même. Donc on voit bien que le modèle est extrêmement spécifique. Je prends l'exemple de l'UFCV parce que Montjoie est adhérent ou était adhérent à l'UFCV, on retrouve toutes les traces. C'est exactement la même chose ailleurs. Dans les ligues, c'est exactement la même chose. On retrouve ce fonctionnement de la même manière. Ce modèle de la colo, il va perdurer, il va rester appuyé sur le modèle pédagogique structuré, besoin de l'enfant. L'équipe d'animation répond aux besoins de l'enfant, ce que disait Jean Housset ce matin, où la colo est un lieu idéal de vie de l'enfant, on y respecte son rythme, etc., il y fait des activités. Ça fonctionne et ça permet de construire une structuration avec des financements adéquats qui vont lui permettre de perdurer, de vivre, etc. Les parents payent très peu pour inscrire leurs enfants et le reste du financement, il vient de subventions. Alors, l'État, mais c'est aussi les collectivités territoriales, les politiques municipales, le socialisme ou le communisme municipal a énormément abondé sur le financement de ces colas pour faire partir tous les enfants de la ville en colonies de vacances. Les CAF, dès le départ, interviennent, on y viendra sur les CAF, mais les CAF interviennent aussi sur un financement annexe pour effectivement accompagner ce départ en colonies de vacances. On reste bénévole, on reste non volontaire, on reste sur un modèle économique qui s'appuie sur des financements qui arrivent relativement facilement dans les comptes associatifs. Dès les années 70, et dès l'augmentation que décrivait l'article SOS Colo, on voit que les petites associations, celles qui ont parfois des bâtiments de colo, mais pas toujours, mais en partie de manière importante, vont disparaître parce qu'elles n'ont pas l'économie suffisante pour pouvoir résister aux évolutions. Une des évolutions, c'est, et tous les trésoriers associatifs le savent, sur les comptes en banque d'une association, aujourd'hui, il faut à peu près, alors pour les petites, il faut 1 an de roulement, pour les plus grosses, il faut 3 mois, parce qu'on avance des fonds que la CAF nous rembourse parfois 1 an après, enfin un peu moins, 6 mois après. Et si vous abondez aux fonds européens, vous avancez les fonds, vous êtes remboursé 5 ans après le contrôle et la vérification. Donc il faut des fonds de roulement importants pour exister. Les petites associations, dès les années 70, fin des années 70, vont disparaître. C'est le début d'une grande marche qui ne s'arrêtera jamais, diminution du nombre de petites associations organisatrices et vente du patrimoine immobilier des colonies de vacances. 1981, élection de François Mitterrand, Mitterrand qui a été élu massivement par le monde associatif, qui a espéré dans l'élection de François Mitterrand un mieux-être dans le rapport entre l'État et les associations. Les militants associatifs rentrent d'ailleurs dans les cabinets ministériels et est inventé un ministère qui aura duré 2 ans et qui va vite disparaître, qui est le ministère du temps libre. Ministère qui est donné à un compagnon de route du Parti socialiste, militant de la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, donc à un enseignant. Le ministère du temps libre qui est donné à un enseignant, c'est quand même assez savoureux, et qui va essayer de proposer une politique du temps libre. Ça va durer 2 ans et on va arrêter ça. Et alors, ce ministre du temps libre, il va expliquer, j'ai noté la citation, sur le monde associatif, il va dire que
tant que les associations vivent au crochet des subventions publiques, ça ne leur permet pas d'avoir une indépendance financière et qu'ils auront gagné leur indépendance financière en affichant, je cite, une forte valeur commerciale. Et la colo bascule. Elle devient un produit commercial. Toutes les fédérations vont basculer dans un seul et même modèle, celui de l'industrie touristique, qui depuis l'origine, une industrie commerciale. Donc, on voit apparaître, l'UFCV faisait partie de ces gens-là, puisqu'ils ont créé une agence de voyage. L'UFOVAL va en partie devenir Vacances pour tous, qui est une société appartenant à la Ligue de l'enseignement. On voit que le modèle économique va changer. On bascule dans l'industrie, donc on compresse, on achète, on revend, on dissout, etc., comme dans le monde économique. Et là, c'est le grand changement. La colo est un marché. La colo se vend, on oublie finalement le cœur de ce qu'a été une colo, c'est-à-dire un objet pédagogique où on a cherché à construire quelque chose d'éducatif pour en faire un objet, un produit commercial qui va être vendu avec tous les artifices du commerce, les catalogues, les labels, les thématiques, les activités, c'est-à-dire... je ne sais pas, quelqu'un disait ce matin, on ne peut pas vendre une colo sur une page blanche. C'est sûr que si on n'a pas de photo à mettre sur un catalogue, le catalogue il est vide. Mais en fait, la question qu'on devrait se poser, j'y viendrai après, c'est est-ce qu'il faut vraiment des catalogues? Mais ça, on viendra sur le sujet après. Et donc c'est ce modèle-là qui va être prévalent à partir des années 80. On voit tout ça. Alors on retrouve des archives, il y a des films de publicité. Ce qui est assez drôle, c'est que, je rappelle quelques faits historiques, 1980, mai 81, élection de François Mitterrand, été 81, crise des banlieues, la région lyonnaise est en flammes, au premier sens du terme, et donc Mitterrand va mettre en place une politique qui s'appellera, alors ça s'appelait les OPE, les opérations prévention été, qui étaient en fait les opérations été chaud, ça a été ça, puis c'est devenu les VVV après. Il met en place cette politique-là et il met un comité de pilotage. Et dans le comité de pilotage, qui on retrouve André Trigano, célèbre pédagogue d'écolo, André Trigano. Voilà. Et c'est lui qui est effectivement à l'œuvre dans ce dispositif. Donc on voit bien que tout est mis en œuvre pour effectivement faire un objet. Et donc on est pile poil dans cette logique-là qui va dérouler. Et comme toute logique économique, il faut investir pour pouvoir survivre. Et si on n'investit pas, on se fait racheter. Voilà. Alors, du coup, en lien avec ce que disait Guillaume tout à l'heure, la question de la régulation, c'est comment maintenir ces petites stations qui ont un petit truc en plus, c'est bien ce qu'on a dit ce matin, en étant obligé d'être dans un système marché, pour le coup, avec et fonctionnant en tant qu'entreprise. Alors, est-ce que c'est faisable ? Bien sûr que c'est faisable. Je peux donner des éléments. Je voudrais juste préciser un petit élément parce que la bascule des années 80, c'est antérieurement, dans les colos, on parlait pédagogie. À partir des années 80, on va parler gestion. Et avant, la pédagogie entraînait la gestion financière. Et à partir des années 80, la gestion financière va entraîner la pédagogie. Et pour ce faire, il y a un outil qui va être utilisé, la méthodologie de projet. La méthodologie de projet, je rappelle un peu rapidement, c'est un outil de l'industrie. Ça a été inventé par des industriels pour permettre aux industriels de connaître le prix d'un produit avant de l'avoir fabriqué. Grosso modo, Ford, quand ils voulaient vendre des Ford T, ils voulaient savoir à quel prix ils allaient les vendre, et donc ils ont inventé un modèle qui leur permettait de calculer le prix avant d'avoir fabriqué. La méthodologie de projet, elle va s'ancrer dans les colonies de vacances, adossée à une forme pédagogique qui s'appelle la pédagogie par objectif, qui est une version reprise dans un courant qu'on retrouve parfois dans l'éducation nouvelle, sur la pédagogie de projet, qui donnera la pédagogie par objectif. À chaque fois, c'est un peu réduit, qui donnera la méthodologie de projet. C'est l'outil qui permet de faire passer de la pédagogie en gestion. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons est en permanence passé à la moulinette de la méthodologie de projet.
Je rappelle, dans une colo, un projet éducatif, un projet pédagogique, un projet d'animation, un projet d'action, un projet éducatif de territoire, tout est projet. Durée courte, jamais plus de 4 ans, et tout fonctionne comme ça. C'est une invention récente. Le premier élément qui parle de pédagogie par objectif dans les textes réglementaires, c'est la réforme du BAFA en 1974, où on indique qu'il faut qu'il y ait des objectifs de formation. Et le deuxième texte qui apparaît, où il y a une obligation de rendre un projet pour une structure d'accueil de loisirs, c'est les textes de 82 sur le centre de loisirs. À partir de ce moment-là, tout est projet. Et c'est l'outil de gestion prioritaire. C'est-à-dire que le modèle économique des colos, on fait des projets, et de ça, on en découle un mode de gestion. On cherche de l'argent, on définit des publics cibles, on segmente l'offre. Comme on ne peut pas tout faire, on va segmenter l'offre. Donc on va faire des colos pour petits, des colos pour grands, des colos pour filles, des colos pour garçons, des colos pour riches, des colos pour pauvres. Je pourrais donner des exemples de tout ça. Et tout est organisé comme ça. Le catalogue, ils sont faits de telle manière que le client il soit satisfait en regardant. C'est-à-dire on ouvre, dans ce catalogue, on va trouver, à travers toute une série d'artifices de commerce, des colos qui correspondent au public recherché. Ça, c'est 90% des colos comme on les connaît aujourd'hui. Et toutes les réformes de financement des colos, aujourd'hui, ne font qu'encourager ce dispositif. Des interventions dans le public sur cette commercialisation de l'offre colo en tant que produit, en tant que élément pour pouvoir pérenniser du coup l'activité de loisirs, et peut-être avec une perte de sens. Oui, je voulais demander aux professionnels, ou ceux qui les vivent au quotidien, est-ce que vous ne vous sentez pas instrumentalisé en fait au quotidien ? La question, elle est sur... Oui. Oui, alors juste sur... je remets pas du... Enfin, le retour historique qui structure un peu aussi l'évolution de la façon dont on a pensé le modèle. Sur la dernière partie, sur la question du projet, je comprends effectivement la version que vous choisissez d'exposer sur l'importation d'un modèle industriel ou capitaliste, en clair, dans la structuration des colos, mais on peut aussi vivre le projet éducatif. Enfin, moi, j'y ai fait référence ce matin quand j'ai présenté l'expérience de ma ville. Notre projet éducatif, il est de 2008, donc il n'a pas 4 ans. Et puis, en fait, moi, j'y trouvais un intérêt, à la fois en tant qu'organisateur d'activités, c'est que normalement, au-delà de du modèle gestionnaire que vous exposez, et que je ne conteste pas, il y a quand même l'intérêt, c'est d'afficher l'orientation de l'organisateur. Parce que croire qu'il n'y a pas de projet, alors pas forcément au sens méthodologie de projet comme vous le présentez, mais croire qu'il n'y a pas d'intention dans le souhait de proposer une activité ou une offre, j'aime autant qu'elle soit explicite. Et je trouve ça aussi intéressant que des projets voient le jour pour permettre à une équipe ou à un organisateur ou à une famille de savoir si le projet de l'organisateur correspond. Alors, c'est pas la même acception du mot projet peut-être, ou je sais pas, peut-être qu'on peut en discuter, mais le fait de dire les projets des différents organismes, d'organisateurs d'éducation populaire ou des différentes collectivités, etc., sont pas exactement les mêmes. Et moi, je trouve ça plutôt sain de recruter des équipes sur l'expression du projet d'organisateur, de l'organisateur que je suis, en disant, voilà, nous, on fait la promotion de ça plutôt que de ça. Par exemple, voilà, la question pour nous de pas être sur un régime confessionnel ou etc. Enfin, je trouve ça intéressant de mettre les intentions à jour, parce que quand il n'y a pas d'intention, en fait, ça veut dire qu'elle est cachée, parce qu'il y en a forcément une personne se réunit pour organiser ses jours sans aucune ambition. Même dans le récit que vous faites ou que Jean Housset faisait ce matin, même s'il n'y avait pas de notion de projet écrit, il y avait des intentions des organisateurs, et le fait de les mettre sur le papier, finalement, je ne suis pas sûr que ça soit systématiquement une mauvaise chose. Alors, je peux donner un petit élément sur l'instrumentalisation. Moi, pour travailler avec des associations de séjours de vacances, oui, on est instrumentalisé. Parfois par les politiques publiques, parfois par les financeurs, parfois pas. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'intention. Jamais. Il y a évidemment des intentions. Il y a évidemment, dans toute action
associatives au niveau des colonies de vacances, des choix politiques, philosophiques, qui guident l'action dans une colonie. Évidemment, et évidemment, il faut les travailler, évidemment, il faut les mettre en mots. Mais mettre en mots des intentions n'est pas faire un projet, au sens de la méthodologie de projet. Si on prend le terme projet comme la capacité à se projeter vers un demain en espérant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, tout le monde partage ça. Le problème, c'est que la sémantique, elle a fait qu'on a basculé de méthodologie de projet à projet, et quand on parle de projet, tout le monde le décline de la même manière. Objectif, moyen, évaluation. Et cette pensée-là, elle conduit les animateurs à basculer eux-mêmes dans la gestion. On gère du centre de loisirs, on gère des groupes d'enfants, on gère des activités. Un bon animateur est un animateur qui est capable de gérer une activité. En colo, on ne devrait pas gérer des activités, on devrait plutôt faire vivre des moments, parfois accompagner des enfants, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, je reviens sur ce qui se passe. La gestion et la production d'un catalogue produit des relations de vente, produit des rapports entre le parent et l'organisme qui le vend, alors directement ou indirectement, une mairie, etc., c'est une vente indirecte, mais c'est quand même ça qui le fait. Et ça induit de la relation client, on doit respecter le catalogue, on doit respecter les consignes, les conditions générales de vente, etc., etc. C'est ça qu'on fait. Et donc, de fait, on produit dans un rapport aux parents et aux enfants une manière très singulière d'être en relation les uns avec les autres. Et c'est ça qui pose, à un moment donné, pour moi, un vrai problème. Un autre élément sur ce que ça produit, quand on envoie des enfants en colo, dès lors qu'on est comme à Montjoie ou comme sur des communes, les animateurs sont connus des enfants qui partent. Il y a une forme de... On se connaît, on parle les uns avec les autres, on retrouve parfois les mêmes d'année en année, où on est petit frère, copain du petit frère, du grand frère ou de la grande sœur qui est le même animateur ou animatrice, etc., etc. On produit quelque chose de particulier. Quand on achète une colo, on ne connaît pas les gens avec qui on part. Il n'y a pas un catalogue de colo qui vend le nom de son directeur ou le nom de ses animateurs. Or, on ne part que parce qu'on connaît les gens. Alors, ça a un défaut énorme, ça avait un défaut énorme antérieurement, c'est qu'il y avait une énorme confiance les yeux fermés. Ça a produit toute une série de dérives, notamment dans des colos où il y a eu des gens qui ont abusé d'enfants, etc. On en parlait ce matin pour le contrôle des personnels. Mais ça avait aussi l'effet qu'on connaissait les gens avec qui on partait, on faisait confiance, l'animateur c'était un voisin, etc., etc. Aujourd'hui, on ne connaît pas les gens avec qui on parle. La seule chose auquel on peut se raccrocher, c'est quelle activité il a fait. Et ce matin, beaucoup disaient « oui, mais les parents appellent tout le temps ». Mais comment voulez-vous qu'ils n'appellent pas ? Ils ne savent pas avec qui ils partent. Comment voulez-vous qu'ils soient rassurés ? Ils ne savent pas avec qui ils partent. Et ça, c'est les logiques de marché qui produisent ça. Oui, d'autres interventions ? Alors, la dernière partie, je passe parce que j'avais d'autres interventions, mais en restant sur ce qu'il y avait d'avant. Je trouve ça, à l'heure actuelle, assez utopique de dire que partir en colo, c'est uniquement pas un projet et lié à une stratégie ou du commerce ou autre chose. En fait, tout est lié, et vous voyez là où il y a un camembert appel à projet, vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, appel à projet, ça veut dire qu'il faut répondre à un projet défini. Donc, dès le départ, vous avez une contrainte et, entre guillemets, une instrumentalisation. Alors que, à contrario, par exemple, je prends l'exemple de chez nous, on ne fait pas d'appel à projet et on n'est pas associatif, on est société coopérative. Et on s'autofinance. Et donc, en s'autofinançant, on a une stratégie, on a une commercialisation. Et j'ai pas honte de dire que oui, on vend des séjours, ça fait partie d'un métier, c'est professionnel. On n'est pas dans le monde associatif, enfin, en partie en tout cas, mais cet esprit-là, on l'a toujours. Et en fait, cette chose-là nous donne la liberté d'avoir justement pas les mains liées par rapport à un appel à projet ou par rapport à une telle ou telle subvention.
Et donc je trouve que c'est presque l'opposé, c'est-à-dire qu'avec cette stratégie, avec cette évaluation et avec ce financement qui s'auto-évalue, puisque un quart de notre activité, c'est ces jours de vacances, mais le reste, il y a d'autres stratégies commerciales, les classes découvertes, les accueils de groupe, etc., qui nous permet d'avoir un quart d'activité de classes de colonies de vacances qui vont pouvoir être des vacances pour tous, et les produits générés par les ventes vont permettre de pouvoir être autonomes et de pouvoir essayer d'aller vers ces vacances pour tous. Et donc je trouve ça utopique, entre guillemets, de ne pas avoir cette stratégie-là. Et je pense que tout le monde là, et même association telle qu'elle est, doit l'avoir et doit avoir cette réflexion. En tout cas, pour ne pas être instrumentalisé derrière. Je voulais poursuivre un peu sur ma réflexion de tout à l'heure, mais pour Montjoie, vous disiez qu'en 2012, il y a eu un basculement, donc vous avez réussi pas à contourner, mais à dépasser un peu cette volonté de l'État de vous faire changer vos finances. Vous avez fait comment? Vous avez utilisé quelle stratégie en particulier? Il a fallu développer des partenariats, il a fallu aller rencontrer du monde, essayer de s'ouvrir aux autres, parce qu'en fait au départ on était un petit peu entre soi, c'est-à-dire qu'on tournait avec la CAF d'Elbeuf, on était sur Elbeuf, on était qu'entre nous, et là il a fallu s'ouvrir, comment font les autres, etc., qu'est-ce qui existe. On a rencontré des intervenants à Jeunesse et Sport qui nous ont dit pourquoi vous n'êtes pas Jeunesse et Éducation Populaire? Mais ça existe ça. On a essayé, en fait on a découvert qu'il existait quelque chose, autour de l'animation, autour des associations, des choses qui existaient et auxquelles on n'adhérait pas, auxquelles on n'avait pas besoin. Et donc on s'est tourné vers toutes ces petites niches et qu'il a fallu exploiter une par une, fil par fil, pour essayer de dénicher 1 000 € par-ci, 1 000 € par-là, pour essayer de trouver tout cet argent qui nous manquait, quoi. Et donc aller voir, on n'avait pas besoin de faire des appels de répondre à des appels à projets, on n'avait pas besoin de faire des appels aux dons. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a une petite urne au fond de la salle. Et si vous voulez cotiser pour l'association, si vous voulez adhérer, c'est 5 €. Voilà. Mais on n'avait pas besoin de rechercher. Notre modèle économique était tourné autour de grands financeurs de l'État, enfin de la CAF, qui nous aidaient, et puis c'est tout, quoi. Donc on n'avait pas besoin de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et là, il a fallu changer de stratégie complètement, quoi. Et donc aller à la pêche aux subventions et effectivement répondre à des appels à projets, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que notre colo réponde à un petit cahier des charges qui nous est imposé, effectivement. En gros. Mais voilà, pour essayer effectivement de dénicher ces subventions, quoi. Et c'est un gros travail, et je tiens à redire, c'est tous les ans, c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes projets. On parlait de 4 ans, là, des projets sur 4 ans. Moi, j'en ai pas vu des projets sur 4 ans. J'en ai surtout vu sur 1 an. Si tu permets, Guillaume, je voulais rajouter aussi que par rapport aux aides qu'on a eues pour notre fonds de roulement, pour répondre à ta question, eh bien, nous avons aussi l'aide de d'autres associations qui, eux, ont mis la clé sous la porte, et que le partenariat associatif fait qu'une association donne ses dons à une autre association. On en a bénéficié grâce à Madame Sancy, et aussi à une autre association en Auvergne qui nous a aidés pour avoir justement ce fonds de roulement à l'année. Oui, moi, il y a une question que je me pose. Alors, effectivement, Montjoie a survécu, comme on l'a dit, elle a survécu finalement quelque part sur le cadavre de d'autres associations qui, en mourant, nous ont légué leur héritage. On survit aussi grâce à des dons privés du type Lions Club, Kiwani et autres dont on nous aurait dit il y a 10 ans qu'on survivrait grâce à ces mécènes prestigieux. On ne l'aurait pas cru, mais c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on fait partir des enfants. Et j'ai l'impression qu'on est sur une forme de contre-modèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Montjoie et peut-être quelques autres rares associations qui vont solliciter les Kiwani, le Lions Club ou le Rotary ou que sais-je. Mais s'il y avait 100 associations comme nous qui faisaient des colos, bien entendu, ils ne pourraient pas répondre à ces aides. Et donc je me demande, effectivement, c'est une question là, est-ce que Montjoie et d'autres petites associations qui survivent encore ne sont pas finalement
sorte de contre-modèle qui ne peut pas être reproductible de façon globale, et que le modèle dominant, de toute façon, c'est effectivement ce modèle commercial, généralement de colos, qui sont des colos sur catalogue. Alors, pour répondre à cette question-là, déjà très rapidement, un contre-modèle, oui et non, puisque en fait, ce qu'on constate nous au niveau du service départemental, en termes on a des nouveaux organisateurs qui arrivent depuis ces dernières années, et à chaque fois, ce sont des petites associations qui proposent 1 ou 2 séjours dans l'année, en fait, sur le modèle colo, en fait. Donc, on voit que, en fait, quasiment, on a cette impression que le nouveau modèle, justement, c'est plutôt les petites associations qui viennent et qui proposent que quelques séjours, en fait. Ce qui est beaucoup plus viable, en fait, au niveau économique, que de tout de suite partir sur une expérience un peu catalogue, on va dire, avec une grosse offre. Après, juste pour ajouter par rapport aux propos de Jean-Michel Bocquet, ce qui a quand même beaucoup changé, quand même, je trouve, dans les années 80-90, c'est qu'il y avait un autre modèle. Il y avait le modèle associatif, porté par les adhérents de JPA, les adhérents de l'UFCV. Et puis, il y avait le modèle à côté des entreprises, avec les comités d'entreprise qui étaient des fois elles-mêmes productrices de séjours ou proposant des séjours, avec leur CE. On avait le modèle des collectivités, qui étaient propriétaires locaux et qui organisaient leurs propres colos. Et puis ça a disparu au fur et à mesure, parce que, pour des raisons économiques, souvent d'entretien de locaux d'ailleurs, et on est arrivé sur des collectivités ou des CE qui souhaitaient continuer à proposer des séjours à leurs usagers ou à leurs habitants, et qui passaient par une logique du coup de marché public. Et là, on arrive vraiment dans l'aspect vraiment économique des choses, avec de la mise en concurrence, finalement, d'organisateurs de séjours. Et c'est souvent quand même le critère prix qui arrive en premier dans la prise de décision du choix de retenir tel ou tel séjour, en fait. Puisque tu as la parole, Denis, tu peux peut-être nous faire un petit point sur la Seine-Maritime, sur justement le nombre d'associations qui disparaissent chaque année ou qui se maintiennent, les projets qui sont un peu similaires à cette idée de colo vacances, avec un volet pédagogique fort. Alors, j'ai essayé de ressortir des chiffres. Alors, malheureusement, on a au niveau de notre ministère, on a un logiciel qui est un peu vieillissant, on va le dire comme ça, et qui rend les extractions statistiques un peu difficiles. Donc, j'ai réussi à sortir les chiffres de 2016. Globalement, ce qu'on constate quand même, il y a toujours cette baisse importante du nombre de séjours qui sont déclarés dans le département, puisque entre 2016 et 2023, on est à moins 28%. On est passé de 368 en 2016-2017, sur cette année scolaire-là, à 289 en 2022-2023. Alors par contre, il y a une explication tout de même. La première explication, c'est le Covid, quand même, qui a fait connaître du coup une chute importante du nombre de déclarations sur la période 2019, 2020, 2021. Et bien évidemment, il y a eu les effets post-crise avec des associations qui ont su très facilement remonter la pente. Il y en a d'autres qui ont eu beaucoup plus de difficultés, ce qui fait qu'il y a eu un écart de séjour entre la période avant Covid et la période après Covid. Voilà. Globalement, quand même, on reste. C'est une baisse qui a tempéré quand même, parce que sur ces 300 séjours déclarés ici, avec des fois des organisateurs qui disparaissent de Seine-Maritime, mais qui sont repris en fait par des organisateurs qui viennent d'Île-de-France et qui viennent proposer des séjours à des clients, on va les appeler comme ça tout de même, séno-marins, alors qu'ils viennent d'autres régions en fait. Voilà. Donc il y a cet aspect-là qui est important. Par contre, sur le reste, on voit quand même qu'il y a une stagnation sur l'ensemble des autres offres, que ce soit séjours de scoutisme, séjours sportifs, les activités accessoires, ce qu'on appelle les mini-séjours sur 5 jours. On voit des choses qui à peu près sont stagnantes. De l'autre côté, on voit aussi qu'il y a eu une baisse des accueils périscolaires qui ont été proposés dans le département. Alors il y a eu l'effet PEDT qu'on a connu dans les années 2015-2016, et puis des collectivités qui sont sorties de ce dispositif-là PEDT, qui ont arrêté de déclarer leur accueil périscolaire. Donc ça, c'est un autre élément, mais c'est pas vraiment en lien avec l'écolo, mais c'est quand même pour vous expliquer qu'on constate comme ça des variations qui sont en fait liées à des actualités, en fait. Voilà. Sur les constats qu'on peut faire sur ces dernières années, on a quand même des organisateurs historiques du département qui ont disparu.
Je pense à des associations comme Mer et Campagne, par exemple, qui proposaient beaucoup de séjours sur la région rouennaise, par exemple. D'autres petites associations, on avait une association par exemple qui s'appelait Koala sur le Havre qui a disparu. Je pense aussi historiquement il y avait la cave de Dieppe par exemple qui proposait beaucoup de séjours sur la région diepoise et qui s'est arrêté aussi de proposer des séjours. Et quand on regarde le paysage à l'heure actuelle, il y avait deux regroupements historiques qui étaient la JPA et l'UFCV chez nous, avec l'histoire qu'on a expliqué, le côté laïque d'un côté, le côté catholique de l'autre, au niveau historique. Le constat à l'heure actuelle, c'est que sur JPA 76, et on va dire en stand-by, on va le dire comme ça, qui est plutôt repris par la JPA du Calvados, du coup, et sur lequel on retrouve que 3 adhérents. Voilà, qui sont des opérateurs, enfin des organisateurs historiques. Et sur l'UFCV, j'ai regardé par curiosité, sur l'offre de séjour qui était proposée en Seine-Maritime par des organisateurs sénomarins, on n'en a plus que 2. Donc voilà, il y a vraiment une baisse en 20 ans qui est assez importante tout de même. Voilà. De l'autre côté, on voit, c'est ce que je disais, apparaître des petits organisateurs qui arrivent. Tout à l'heure, je crois qu'il y a une intervention, par exemple, de l'association des camps sur la comète qui sont arrivés très très récemment. On en a d'autres comme ça qui arrivent avec à chaque fois ce qui fait leur point commun, c'est souvent des offres sur des séjours entre guillemets à l'ancienne. C'est-à-dire pas des séjours qui proposent des grosses activités phares et coûteuses, mais plutôt des séjours qui reposent sur une organisation de vie quotidienne qui vont permettre des activités diverses et variées sans forcément avoir un coût très important. Et souvent, quand même, parce que je pense que c'est une attente de la part de beaucoup de parents, des séjours avec des thématiques environnement. C'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs ces dernières années un revival, comme on dit, du mouvement scoutisme, avec beaucoup de parents qui s'intéressaient à un moment de se rapprocher, d'inscrire leurs enfants dans des mouvements scouts, que ce soit les scouts de France, mais aussi du côté laïque, les éclaireurs. Voilà, on a le pendant. Voilà, c'est vraiment là ce qui ressort ces derniers temps, c'est ces aspects-là. Oui, un peu sur la question des nouvelles orgas et puis sur la question du modèle économique. Le Covid a été révélateur de beaucoup de choses sur la question des colos. Il y a un travail fin qu'il faudrait mener pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais moi, j'appartiens à un collectif d'associations et c'est essentiellement des associations qui ont justement fait le choix, c'est ça les nouvelles associations, non pas de passer par la gestion pour dérouler de la colo, mais de passer par la pédagogie et d'adapter leur mode de gestion, c'est-à-dire de faire de l'économie un outil au service de la pédagogie. Et ces associations-là, pendant la période Covid, donc au moment où il a fallu rouvrir un peu en urgence les séjours au lendemain du Covid, elles n'ont connu aucune baisse de fréquentation. Et ça, c'était les seuls. Les gros ont connu des baisses de fréquentation absolument drastiques. Ces petites assos avaient une offre qui n'était même pas suffisante par rapport à ce qu'il fallait faire. Et donc on voit bien que là, il y a un objet important. Le scoutisme, c'est la même chose avec une nuance, c'est que les scouts, on ne peut pas partir en camp si on n'est pas scout à l'année. Et ça, c'est une des difficultés des parents qui disent « moi, je veux faire un camp scout, donc acheter du scoutisme ». Et le mouvement scout répond « vous n'achèterez pas du scoutisme si ce n'est à l'année ». Donc eux, ils restent sur une dynamique pédagogique et ne basculent pas dans la gestion. Ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Je partage complètement que les assos qui restent aujourd'hui vivent sur la dépouille des assos antérieurs. Et c'est vrai, en fait, ça n'est qu'un marché qui se contracte de plus en plus et où on va chercher de l'argent ailleurs. Les communes avaient du patrimoine, elles ont vendu les patrimoines, elles achètent maintenant à des associations. On ne développe pas le marché des colos. Le marché, il est nécrosé et on vit sur les bêtes mortes. Ce que vous appelez la colo à l'ancienne, c'est des colos pédagogiques. Parce que aller dire à la bidouillerie, à Caen sur la Colomette, qui sont à l'ancienne, alors ils vont faire référence à des courants pédagogiques qui ont une longue histoire, mais c'est des colos à dimension pédagogique. Et ce qu'ils font,
ils sont dans une histoire pédagogique, mais ça n'a rien à voir avec ce qui était fait dans les années 70 pour faire référence à toute une série de courants pédagogiques. Et je voudrais quand même insister sur un élément qui me semble, moi, extrêmement important sur le modèle économique des colos, c'est le statut des animateurs. On a parlé de comment les organismes se financent, mais il y a un vrai objet sur, et c'est ça le modèle socio-économique, comment on finance les animateurs. Il y a antérieurement des bénévoles, ou des faux bénévoles, ou des semi-bénévoles, donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis il y a eu les fameuses annexes qui permettaient de rémunérer les animateurs dans un no man's land de contrat de travail, ou dans un no man's land de rien, c'est-à-dire en fait on leur filait un chèque, on était dans du black officiel. Et puis un syndicat a porté réclamation et a été inventé pour pallier aux difficultés, pour qu'il ne bascule pas dans les 35 heures, le contrat d'engagement éducatif. Soyons bien clairs, quand une société commerciale vend de la colo, elle utilise le contrat d'engagement éducatif, qui est un objet, qui est un régime dérogatoire au Code du travail, où la dernière roue du carrosse est celui qui ne gagne pas d'argent alors que tous les autres en gagnent dans le monde économique des colos, des grosses colos, c'est l'animateur, donc l'élément de base. C'est le seul qui ne gagne pas d'argent. Parce que je suis désolé, à 30 € au jour, on ne gagne pas d'argent en colo. C'est pas vrai. Et donc, on voit que là, il y a un objet et que les jeunes générations soulèvent en disant « Moi, je veux bien être bénévole, mais dans un truc qui m'apporte quelque chose. » Et nos mêmes nouvelles associations à dimension pédagogique ont beaucoup moins, elles en ont un peu, mais beaucoup moins de problèmes pour recruter des animateurs que ceux qui font de la colo commerciale. Qui accepte de travailler dans une société qui gagne de l'argent sans en gagner? Qui peut accepter qu'une industrie paye ses salariés 50 € au jour quand on est bien payé, 30 quand on est mal, brut? Qui peut accepter ça? En fait, une partie de la nouvelle génération d'animateurs dit non, je ne suis pas d'accord. Et je rappelle que dans le modèle qui a été choisi, une partie de ces colos ne sont plus des associations. Alors, elles n'étaient déjà pas en 78 dans ce que raconte la revue Esprit, mais elles le sont encore moins aujourd'hui, puisque leurs statuts sont des statuts commerciaux. Donc, on a un secteur qui vit sur les limbes d'un passé, avec des régimes dérogatoires parce qu'on était engagé, parce qu'on était semi-bénévole, parce qu'on y mettait de soi-même, parce qu'il y a plein de gens qui organisent des journées comme aujourd'hui où ils ne sont jamais payés, mais parce qu'ils ont du sens dans leur action, parce qu'ils ont fait des relations humaines. C'était ça qui se produisait, alors que c'est une industrie qui vend et il y a des gens qui en font du bénéfice. Alors ils vont me dire, oui, mais c'est des sociétés qui ne font pas beaucoup de bénéfices. Pardon? On parle de l'UCPA un jour, dont la filiale commerciale, je rappelle, UCPA, association, 50% l'État, 50% le secteur associatif de l'éducation populaire, conseil d'administration. Donc, qui se développe avec des fonds d'État, adossés à la Caisse des dépôts et consignations, etc. etc. Gros bras armés des politiques publiques de loisirs et de développement du sport, avec toute une partie d'action qui est tout à fait valorisante, valorisable, d'intérêt général. J'ai aucune difficulté là-dessus. Colo, filiale commerciale de l'UCPA, est une société privée dont l'ensemble des bénéfices est reversé au groupe associatif. Je cite le site de l'UCPA. Donc ça veut dire que la société commerciale fait des bénéfices et on embauche derrière des animateurs à 30 € au jour. Je rappelle que dans le comité de filière, je terminerai juste là-dessus, a été demandé la revalorisation des animateurs à 50 € au jour. Pour l'ensemble du secteur, Montjoie inclus. Je rappelle que les accords d'entreprise appartiennent aux entreprises et que donc les gros qui voulaient augmenter les salaires pouvaient le faire dans le cadre d'un accord d'entreprise. En fait, je dis une erreur. Parce que comme c'est des contrats qui sont hors contrat de travail, il n'y a même pas besoin d'accord d'entreprise. C'est juste la décision du chef. Et ils imposent ça à un ensemble du secteur dont des gens ont besoin du contrat d'engagement éducatif juste pour équilibrer les fameux comptes qui sont là et leur permettre de survivre. Et après, on viendra me dire que le modèle socio-économique type entreprise, volet commercial, n'a pas de conséquences pédagogiques sur les gens qui y travaillent. Ah ouais. Non, je vais faire juste une réponse courte, c'est par rapport à colo à l'ancienne. Quand j'utilisais ce terme-là, c'est parce que les familles, les parents,
pour eux, c'est leur image de la colo à l'ancienne. C'est-à-dire que des cours sur la comète que je connais bien vont avoir tendance à quand même promouvoir un aspect qui est lié à la nature, etc. Et c'est vrai que ce que recherchent les parents, c'est dans leur imaginaire des colos, avec le fameux feu de camp, les chamallows et la guitare, quoi. Et c'est dans un premier temps, ce qui va les attirer sur ce type de séjour, c'est cet aspect-là. Et bien évidemment, ils vont voir derrière ce qu'il y a de plus, et ça va continuer à les intéresser. Mais il y a ce côté d'accroche qui fonctionne tout de même. Voilà. Juste pour continuer sur ce que disait Jean-Michel, donc du coup la mise en place du contrat d'engagement pour les animateurs, mais aussi ce que tu disais Guillaume tout à l'heure sur la professionnalisation des bénévoles qui sont à la tête des associations pour pouvoir faire vivre du coup des projets qui ont du sens. Aujourd'hui, comment on s'en sort? Est-ce qu'il faut professionnaliser? Il faut recruter? On s'en sort pas. Sur Val-Soleil, donc aujourd'hui, la masse salariale que représentent les CE ou les permanents, peut-être qu'il y a à Val-Soleil est différente de celle qu'on a à Montjoie. Comment ça fonctionne et comment on peut faire vivre encore? Alors, on va peut-être arrêter de dire colo il y a 17 ans, à l'ancienne, il y a des colos aujourd'hui qui sont portés par des jeunes et qui ont du sens. Donc, des projets, parce que l'essence du projet, c'est mettre du sens sur quelque chose sur demain. Donc, des projets de vacances, de loisirs qui ont du sens. C'est moi, là. Là, ça craint. J'avais pas prévu d'intervenir comme ça. Alors, on peut se faire plus simple. Aujourd'hui, tes animateurs, il y en a combien dans le soleil? Qu'est-ce que ça représente sur ton budget? Est-ce que du coup ça a un impact? Est-ce d'euros là, de revalorisation? J'ai plus d'animateurs. T'as plus d'animateurs. Alors du coup, tu fonctionnes comment? Sans animateur. Je fonctionne en partenariat. Alors, et c'est une solution? Une décision? En fait, si je reprends l'histoire de l'association Val-Soleil, c'est comme ça un petit peu que j'avais prévu la chose au fur et à mesure de l'avancée des débats. On va voir que ça fait écho à pas mal de choses qu'on a entendues soit ce matin, soit cet après-midi. Donc j'y vais, tu m'arrêtes, tu me dis stop, je suis hors sujet, ou pas. Donc, petite histoire de l'association. À l'origine de Val-Soleil, 1926, le père Laugier, curé de la paroisse, installe le manoir du quartier, une école ménagère gérée par des religieuses. Donc là, on est sur du patronage, on revient. Exactement. 1966, on passe sur une structure associative avec un centre aéré. 79. L'association prend le nom du Centre d'animation du Val-Soleil. Un directeur permanent est nommé pour développer les activités de l'association, centre aéré, séjour de vacances. 1986, l'association achète un bâtiment, le domaine des Landes. En 88, il achète un deuxième bâtiment à la montagne, un chalet au Kéralis, en Savoie. Entre 1992 et 2003, les associations Val-Soleil connaissent un essor avec des activités sportives, culturelles, des séjours de vacances en France, à l'étranger, des accueils de loisirs, des événements festifs, avec, pendant l'été, 23 lieux de séjour, 80 sessions de vacances, environ 2500 enfants qui partent. On est à l'apothéose, enfin je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc on part d'une association avec, dans ses statuts, un objet, mais à un moment donné, un modèle économique qui doit se mettre en place et, de fait, un système de communication pour pouvoir vendre les séjours. On va appeler les choses comme elles sont. Donc on a toujours un projet éducatif, des projets pédagogiques, des intentions qui sont de faire passer de bonnes vacances avec des valeurs entre guillemets, puisqu'on peut mettre plein de choses derrière, aux enfants. Et après, ça commence à se casser la binette. 2004, on vend le chalet, on a une baisse des aides en général,
en partie, les CSE ou ex-CE changent de politique. Ils passent d'aide directe aux associations via les familles par des systèmes de catalogue où commence à arriver le secteur privé. En 2016, entre deux, on fête nos 50 ans. On continue à investir sur le domaine des Landes de telle façon à avoir une montée en gamme en termes de bâtiments et pour la sécurité par rapport aux attentes de nos adhérents en termes de qualité d'hébergement. Jusqu'en 2019, bon après il y a eu le Covid, et pour terminer, 2021, en plein été, troisième semaine du mois d'août, ouais, non, elle passe toujours pas celle-là. Préavis de grève des animateurs. Accueillis en colo, à peu près 120 enfants. Accueillis en accueil de loisirs sur les Landes, puisqu'il ne reste plus que les Landes en fait maintenant, à peu près 60 enfants. Revendication des animateurs, manque de matériel, patati patata. Revalorisation du salaire. Je prends le catalogue, on est sur un catalogue, je regarde le prix du séjour, je regarde les bâtiments dans lesquels j'accueille les enfants, enfin dans lesquels je suis, même si on a un petit peu oublié les enfants au milieu de tout ça, et je me dis, mince, je suis payé 35 €, 36 €, ils s'en mettent plein les poches en fait. Et à aucun moment, les jeunes, ou le jeune, ou un ou deux, puisqu'il y a eu un effet de groupe à un moment, ne s'est posé la question comment est-ce qu'aujourd'hui, la qualité de l'accueil que l'on proposait aux enfants, d'où elle venait. Et ça pose la question aussi, mais qui sera débattue plus tard, de l'engagement, de la façon dont nous, organisateurs, est-ce qu'on défend encore, on défendait, puisque du coup, on ne le fait plus, mais si on le fait quand même. Mais la façon dont on explique aux jeunes que l'on embauche à un moment donné pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment il le fait, quel est l'objet, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qu'ils attendent aussi de ce boulot, puisque ce boulot, hier, c'était un petit job, on vivait chez papa-maman. Aujourd'hui, on a besoin de payer un appartement parce qu'on fait des études. Donc, on est vraiment sur un travail qui demande une rémunération parce que c'est un travail, quoi. Certains d'entre eux je l'ai vécu comme ça et je l'ai compris comme ça, venaient faire encadrer des colos pour toucher un salaire parce que c'est quand même plus sympa que d'aller chez McDo, quoi. Donc aujourd'hui, on continue, parce que c'est quand même dans notre ADN à faire des colos, puis en direct. On le fait en partenariat avec l'USCV. On continue à faire des classes de découverte, à accueillir des classes de découverte, à mettre en relation avec des partenaires, puisqu'en fait, on a créé tout un système de partenariat. Et donc, oui, on continue à accueillir des enfants aujourd'hui. Oui, on continue à faire notre boulot. Oui, on aime ça. Oui, on veut continuer aussi longtemps que possible. Mais voilà, je pense que ça retrace un petit peu l'histoire d'une association intermédiaire qui a grossi, et puis qui à un moment donné, voilà. Merci. Des réactions par rapport à cette expérience. Donc, le bal de soleil, pour le coup, dans son explosion et dans sa transformation totale. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas à créer ou à impulser une création de deux formes qui coexisteraient, puisqu'aujourd'hui, ce que tu disais, ce que tu dénonçais dans ton soit peu, c'était la partie un marché du loisir avec une entreprise de type privé, de type, voilà, on va sur du libéral, avec de la vente de loisirs et qui aurait à former et à recruter ces animateurs avec des contrats de droit classiques, et un autre volet qui est celle portée par l'association de Montjoie, par Val Soleil a priori, par ce que j'entends là, donc un projet social, un projet sociétal avec un accès aux vacances
C'est plus une question, c'est comment on arrive aujourd'hui à différencier le projet de type pédagogique d'une organisation qui propose du loisir et le projet pédagogique d'une association qui défend du sens, etc. Qu'est-ce qui le différencie? Parce qu'évidemment, la grosse structure qui organise un gros catalogue avec beaucoup d'activités va évidemment défendre le discours qu'elle aussi a un projet pédagogique et qu'elle embauche des animateurs pour avoir du sens. Donc comment on peut arriver à différencier ces deux types, entre guillemets, de structures, en tout cas de projets? Un jour dans une réunion, il y a le directeur général d'une grosse fédé, qui n'est pas l'UFCD, qui était une autre, mais je ne la citerai pas, qui m'a dit « Oui, t'es mignon, mais small n'est pas beautiful ». Alors je partage l'idée avec lui que small n'est pas beautiful. C'est pas parce qu'on est petit qu'on est vertueux. Par contre, moi il me semble, alors je vais renvoyer ça du côté de l'État et sans doute de la CAF aussi, comment séparer une colo commerciale qui a raison d'être, hein. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à ça, mais je ne l'empêche pas d'exister. Les gros nous empêchent d'exister quand on a des fonctionnements petits, hein, quand il faut que vous fassiez des appels à projets. Il faut savoir que les grosses associations, elles ont des bureaux entiers qui répondent à l'appel à projet au kilomètre avec des gens qui ont appris ça, hein, dans des masters de gestion associative ou à Sciences Po, et puis la petite asso, elle ne peut pas y répondre. Et elle ne peut pas y répondre même sur le FDVA, par exemple, hein, qui est devenu un appel à projet, alors que le FDVA, le Fonds d'aide au développement de la vie associative, est notamment vocation spécifique pour une partie de ces petites assos. C'est une technicité. Je vois l'État qui n'est pas d'accord, mais on échangera après si on veut, mais c'est compliqué pour les petites assos de répondre à ça. Il y a un élément qui me semble, moi, absolument fondamental, c'est le rôle de l'État là-dedans. Dès lors que l'État considère qu'il a vocation à labelliser, il conduit tout le monde vers la démarche commerciale. Ce n'est pas à l'État de labelliser, c'est au label de s'organiser pour se labelliser. Je suis désolé, la certification d'un label, c'est une société privée qui labellise, c'est pas l'État. Le label bio est un label privé qui est labellisé par des boîtes de certification. Si c'est ça, qu'on laisse ça au monde marchand s'organiser. Moi, quand je vais chez Carrefour et que je veux acheter du vin, je veux du vin bio, je prends du vin bio. Voilà. J'ai un label qui me dit ce que j'achète. L'État n'a pas cette vocation-là. L'État a vocation à l'intérêt général et à construire des communs. Et à pouvoir dire, à un moment donné, ça on finance pas, ça on aime, ça c'est de la sub, etc., etc. Il y a quand même là un objet qui passe pour moi, avant toute chose, par le contact, la co-construction, l'inspection présentielle, et je fais partie des gens qui réclament une plus forte présence et un nombre d'inspecteurs jeunesse et sport accru, non pas pour inspecter et contrôler sur un espèce de fichier qui viendra nous dire que la canalisation d'eau elle est de bonne qualité, etc., comme on le voit sur les référentiels de la HAS, par exemple, hein, pour moi qui travaille dans le secteur social, on a basculé là-dedans. Non, dans un rapport humain, dans une construction qui permet de voir à un moment donné qu'est-ce que c'est qu'un séjour qui crée et qui construit quelque chose à définir ensemble d'une politique publique. Si mélanger des enfants de milieux différents est un objectif de politique publique, il faut aller le vérifier. C'est-à-dire que si construire des mixités est un objet de politique publique, il faut réellement aller vérifier dans les endroits où on est qu'il y a des mixités. Mais ça peut être d'autres finalités à inventer. On peut très bien imaginer que la colo ait comme finalité de prendre soin de chaque enfant qu'elle reçoit, dans une logique de care. On pourrait définir des finalités et vérifier ça entre associations et État dans un contrôle qui le fait. Dès lors qu'on est dans la labellisation, on ne peut pas faire ça. C'est une certification a priori qui se vérifiera peut-être a posteriori. Alors sur l'écolo apprenante, qui est un label, la vérification a posteriori est à peu près inexistante. Donc on voit bien qu'on est dans un truc qui ne tient pas la route. C'est ça l'objet qu'on devrait retrouver dans le cadre des dimensions d'une politique publique et à ce moment-là accompagner. Alors
Je précise juste un élément là-dessus. La question des mixtés, je ne le prends pas au hasard. Pour moi, c'est un vrai enjeu de société. Permettre aux enfants urbains de rencontrer des ruraux, permettre aux enfants d'ici de découvrir Paris, permettre aux Parisiens de découvrir la mer, etc. etc. Par contre, de ne pas le faire tout seul. Pas que des Parisiens qui viennent ici en Normandie quand les Normands sont partis à Paris. Faire que les Parisiens rencontrent des enfants normands à la mer. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est un vrai objectif. J'invente rien. C'était le projet de Célestin Freinet dans la correspondance scolaire. Et c'est le projet des utopistes qui créent la cité internationale. Donc on reprend des idées anciennes. Et puis la question des mixités, il faut la relier au modèle socio-économique. Les colos, elles segmentent les offres. Il y a des colos de filles et des colos de garçons qui sont organisés comme tels sur les catalogues. Il y a des colos de pauvres et des colos de riches. Le modèle organise ça. Il y a des lieux qui permettent d'accueillir des pauvres et des lieux qui permettent d'accueillir des riches. La qualité de l'hébergement permet d'aller attirer un public à forte valeur ajoutée, qui n'est pas celui d'une colo classique, comme vous faites dans une MFR, ou etc. Donc on voit bien que ce modèle-là, il produit quelque chose de particulier. Vendre, mais c'est comme pour des bagnoles, il y a des BMW électriques à 350 000 €, qui n'est même pas le prix de ma maison, et puis des Dacia d'occasion à 4 000 €. Celui qui a de l'argent, il ne s'achète pas une Dacia à 4 000 €. C'est pas vrai. Et bien c'est pareil avec la colo. Et ça, on l'avait écrit dans un petit rapport. J'en ai quelques exemplaires ici qui avaient été publiés à la suite d'un dispositif de politique publique qui s'appelait Génération Camp Colo. Où on expliquait ça. On expliquait comment les colos ont organisé la séparation des publics. Dit autrement, comment les colos trient les enfants à l'entrée de la colo. Et comment ce modèle-là produit ce tri. Et comment il faut réinventer du commun. Ça, on l'a écrit. Je pourrais raconter comment ça a été reçu par l'ensemble de la direction de la vie associative de l'époque. Pascal Pialou, donc sur cette question de la mixité. Je rebondis juste au passage. Ouais. Je vais juste rebondir par rapport à l'hébergement. En fait, l'objet de l'investissement récurrent sur les hébergements, c'est de pouvoir offrir un hébergement de qualité à tous et continuer à maintenir la mixité sans pour autant augmenter les prix des séjours. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Aussi. Je me permets juste de prendre la parole pour répondre à 2-3 points et éclairer les choses. Sur le FDVA, c'est vrai qu'on est sur un dossier qui est un peu technique à la base. Néanmoins, on est quand même sur un dispositif qui est accompagné par l'État et notamment par les déploiements. Alors, historiquement, chez nous, en Seine-Maritime, on avait des points d'appui à la vie associative et des CRIB. Là, maintenant, on est sur un réseau qui s'appelle Guidasso et qui a pour but d'accompagner les petites associations à la rédaction justement de leurs dossiers. On sait que c'est difficile, on le sait. On l'a vu avec Montjoie, par exemple. On sait que c'est difficile. Néanmoins, cet accompagnement-là permet encore à ce que, et là encore cette année, ça sera vérifié, on est sur 60% de petites associations qui émergent au FDVA, quand même, ce qui n'est pas négligeable, quand même. Donc voilà, même si c'est complexe, on trouve des solutions, en tout cas pour accompagner les petites associations. Ça, je tenais à le dire. Le deuxième point, c'était sur la partie labellisation. Alors oui, il y a des labels qui existent, notamment le label Colo Apprenante, qui est relativement récent. Néanmoins, ça fait maintenant plus de 15-20 ans, j'allais dire, qu'on est sorti du système d'agrément d'habilitation au niveau du ministère pour être sur un système déclaratif, avec une possibilité à partir du moment où l'organisateur, alors globalement, les conditions, c'est de fournir un projet éducatif, s'assurer que l'organisateur a bien une assurance, et la déclaration, elle est validée, en fait, à partir du moment où elle ne va pas à l'encontre, bien évidemment, elle n'est pas illicite, on va dire, au niveau de ses valeurs, quoi. Mais sinon, tout organisateur peut se déclarer. L'État est vraiment sur un régime déclaratoire. Et pour finir, juste sur le label, sur la mission inspection, contrôle, évaluation qu'on peut avoir, alors effectivement, historiquement, on avait le statut d'inspecteur jeunesse et sport qui venait faire des inspections de colonies de vacances. Maintenant, on est quand même sur un autre paradigme et on est beaucoup plus sur cette mission de pas simplement d'inspection, de contrôle. Mais moi, quand je visite des accueils de loisirs ou des séjours de vacances ou des colonies de vacances, je suis davantage sur la dimension évaluation, accompagnement et discussion, échange pour de quelle manière on peut améliorer le projet. Voilà. Et quand on parle projet, on parle bien du projet pédagogique et pas du projet de vente du séjour, là.
Merci. Donc, par où commencer? Puisque, donc là, on était marqué 2012, la fin d'un financement plus ou moins pérenne ou pas. Moi, à l'époque, j'étais pas à la CAF. À l'époque, j'étais sous une autre casquette, donc je pourrais pas en parler. Mais il se trouve qu'il y a eu une fusion des caisses d'allocation familiale, une demande qui a été faite à toutes les CAF. Historiquement, sur le département, il y avait 4 CAF. Donc, il a fallu une à Elbeuf, une des plus petites d'ailleurs CAF de France. Hein. Il y avait la CAF du Havre, la CAF de Rouen, la CAF de Dieppe. Les 4 CAF se sont réunis et ont donné la CAF de Seine-Maritime en 2011. Il a eu une obligation de faire des choix. Une des valeurs de la CAF, contrairement aux valeurs de la République qui sont l'égalité, une des valeurs de la CAF, c'est l'équité. Et faire des choix, ça a dû mettre ensemble des modes de financement. Moi, j'étais pas là, hein, donc je peux en parler. Voilà, moi, je suis arrivé d'ailleurs après cette départementalisation, 4 ans après, et j'arrêtais pas de dire, mais arrêtez de parler de la départe. Voyons, on parle quel avenir pour les colos. La CAF, quand je suis arrivé il y a moins de 10 ans, on m'a dit, Pascal, la CAF, vous allez voir, c'est une vieille dame qui essaye de se moderniser. Et c'est un peu ça, avec en plus cette histoire particulière en Seine-Maritime de 4 cultures, culture administrative, hein, voilà, on est une grosse administration, 700 salariés qui ont dû apprendre à travailler ensemble, 4. Donc il se trouve, malheureusement, je dis tel que je pense, malheureusement, que certaines aides locales ont dû être arrêtées, puisqu'on devait donner, sinon, la même aide à toutes les associations qui organisaient des colonies de vacances sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime. On a des budgets qui sont contraints, donc ce choix a dû être là. Après, je vois que vous avez bien rebondi. Moi, je vais être honnête avec vous, moi je viens du monde des colos, je viens du monde... Si j'avais pas passé mon BAFA à 17 ans, je serais pas là aujourd'hui. Si j'avais pas rencontré un organisme qui m'a dit « Mais faire des colos, tu vas voir, on peut changer la société », j'avais 17 ans, j'ai dit « Ouais, trop bien, on va aller faire des colos, on va changer les choses, on va mettre... » Bon, voilà, après, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des petites gouttes, voilà, continuer comme ça. Toujours est-il que quand je suis arrivé en CAF, j'ai vu, là, on a une convention d'objectifs et de gestion qui dit... Il faut développer des accueils de loisirs, de qualité. Voilà, tous les termes, et bien monsieur le dit, ça a été dit, il n'y a pas une société privée qui va dire « moi je fais des colos pour me faire de l'argent ». Non, ils vont dire qu'ils sont là pour faire de la qualité éducative, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai regardé, tiens, on défend les colonies de vacances, on veut réduire les inégalités en développant et en fournissant à tous des accueils collectifs. Il se trouve qu'on a, la caisse d'allocation familiale, un champ très 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 large. Et c'est pas forcément sur ce champ-là qu'il y a le plus d'aides. Les aides, on les voit là, ce sont les aides principalement données aux familles, qui sont des choix, notamment pour, là il y a marqué VACAF. VACAF, c'est un système national. Après, chaque CAF fait le choix, les administrateurs de la CAF, puisque la CAF n'est pas, j'en profite là pour rappeler, n'est pas, un organisme d'État, c'est un organisme paritaire qui a pour vocation une mission de service public, de mettre en œuvre la politique sociale de l'État. Mais le conseil d'administration de la CAF est composé de syndicats, syndicats d'employeurs et syndicats de salariés, quelques personnes qualifiées quand même, il faut bien qu'on sache de quoi on parle, mais voilà. Donc c'est bien comme ça que fonctionne la CAF. Et donc le choix que fait la caisse d'allocation familiale, c'est principalement d'aider les familles. D'aider les familles dans une logique d'équité. Alors après, elle se justifie ou pas, moi je suis pas là, moi je suis pas décideur, mais en caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime, on a une aide pour les colonies de vacances gérée par VACAF qui va de 150 à 550 € selon différents critères. Voilà. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait. Historiquement, les CAF, moi ce que j'ai appris en étant en CAF, c'est quand on se désengage, on se désengage jamais d'un seul coup. Je pense que ça a été progressif. Voilà, en 3 fois, après, voilà, c'est des choix qui ont été faits. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on met avant, les colonies de vacances soutenues par les collectivités étaient financées par le biais du contrat enfance-jeunesse. On continue à financer un certain nombre de colonies historiques, à partir du moment où elles sont soutenues par la collectivité sur... sur ce qu'on appelle des bonus territoires. Il se trouve que quand même cette année, c'est écrit, on devrait pouvoir continuer
Avant, on pouvait, si vous créiez une colo qu'elle n'existait pas, on ne pouvait pas la prendre en compte. C'est le développement de l'offre nouvelle, on appelle ça comme ça. J'attends que ça arrive, parce qu'on a signé une nouvelle convention avec l'État, mais on devrait pouvoir maintenant refinancer en termes de bonus. Alors, le plafond à l'heure actuelle, c'est 20 euros par jour, hein, par enfant, c'est pas extraordinaire, quand on voit les coûts qui étaient donnés, mais c'est déjà ça. Là, je ne pourrais pas vous dire quels vont être les coûts qui vont arriver. Après, la CAF, pour répondre un peu à tout ce qui s'est dit ce matin, tout ce que j'ai entendu aussi, hein, joue aussi sur des évolutions sociétales. Il se trouve que ce qu'on finance en termes de prestations de services, puisqu'il y a des subventions, voilà, c'était ce que touchait l'association Montjoie, et puis après, il y a une prestation de services. Sur les prestations de services, forcément, notre budget, il est pris aussi beaucoup sur ce que vont aller sur les modes des familles, à savoir les accueils de loisirs. On donne une prestation de service, les colos baissent, mais pour autant, les accueils de loisirs ont connu sur les 20 dernières années une fréquentation importante, les mini-camps également. Après, hein, on peut le regretter, hein. Moi je suis d'accord avec vous, hein. Quand j'ai fait une colo de 3 semaines, j'ai pas vécu les mêmes choses que quand j'ai fait des mini-camps, et là je parle pas en tant que CAF, hein, mais de 5 jours. Pour autant, on finance sur la prestation de service les séjours à partir de 4 nuits. D'ailleurs, monsieur parlait de mixité sociale, d'objectifs. Eh bien, pour rebondir là-dessus, l'État a demandé à la CAF de gérer ce que vous avez entendu parler, qui est une nouveauté pour 2024, le pass colo, avec comme objectif, alors après, quels seront les moyens d'évaluation mis en place, je ne sais pas, puisque c'est quelque chose qui vient de sortir, le pass colo, qui a comme objectif, entre autres, de renforcer la mixité sociale des colonies de vacances. Puisque les aides vacances, donc pour les colos, s'arrêtaient à des quotients familiales de 700 €, là, sur l'aide du pass colo, ça monte jusqu'à un coefficient familial de 1 500 € et une aide de 200 €. Ce qui permet quand même de toucher un plus grand nombre de personnes. Certes, uniquement pour les enfants de 11 ans, à l'heure actuelle. Voilà, je donne l'info, ça peut aller jusqu'à 12 ans s'il n'est pas utilisé l'année des 11 ans. Voilà, parce que vous allez peut-être être confronté à cette question, parce que la CAF a quand même communiqué beaucoup auprès des parents. Elle essaye de communiquer de mieux en mieux, mais je vous avoue que c'est vrai que des fois la communication, on est quand même, comme je disais, une grosse administration. Même moi, je reçois les papiers de la CAF, des fois, il faut que je leur lise 2 fois pour le comprendre. Pourtant, j'y travaille. Mais voilà, donc et on est là, nous aussi, l'État le disait, avec une mission de contrôle. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas responsable CAF. Hein. Moi, je suis technicien, chargé de conseil et de développement. Et une partie de mon travail, c'est d'aller sur les territoires, d'aller rencontrer les porteurs de projets et de voir avec eux, en fonction du cadre qui nous est donné, comment pouvoir vous accompagner dans vos projets. On a un axe qui s'appelle innovation. Oh, c'est trop beau, l'innovation. Ça, il faut en faire de l'innovation. Après, quand on regarde, moi je m'intéresse à la définition de l'innovation sociale. L'innovation sociale, on peut financer plein de choses. On peut financer des colos à l'ancienne dans l'innovation. Il y a des choses qui sont possibles. Après, voilà, tout n'est pas possible, on ne pourra pas tout financer. Pour autant, quand on regarde dans notre convention d'objectifs et de gestion, hein, ce qui est notre feuille de route, on nous demande quand même de continuer à soutenir les accueils collectifs. Vous évoquiez tout à l'heure le principe d'équité et du coup, donc c'est l'usager qui est bénéficiaire en fait de son portefeuille financier pour pouvoir s'inscrire et choisir la colo. La donne. Et donc en fait, la question c'est est-ce que vous avez des éléments sur l'impact de cette transformation, puisque avant on donnait l'argent directement aux associations sous forme de subventions, et là donc dans le cadre donc du VACAF ou du solo pass, du pass solo, pour le coup on va viser l'usager qui lui est détenteur donc de ce financement. J'ai pas assez de recul pour voir ça en tant que tel. Après, les aides CAF ont toujours existé pour les usagers. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au principe d'équité, c'est d'équité par rapport aux structures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les 4 CAF, qui avaient 4 fonctionnements différents,
4 conseils d'administration différents, ils avaient des coopérations, mais en fait, il y a une partie, juste pour expliquer, il y a la CNAF qui va nous donner des fonds nationaux et sur lesquels on va être très fléché, que vous soyez à Marseille, que vous soyez au fin fond de l'Ariège ou à Elbeuf, vous aurez la même chose. Après, chaque conseil d'administration a une partie de ce qu'on appelle des fonds locaux, dont, à partir du moment où on est dans les grandes lignes de notre convention, peut faire des choix de financement. Et il se trouve que la CAF d'Elbeuf avait fait le choix de soutenir l'association Montjoie depuis des années pour des raisons historiques. Et voilà, et donc c'était sur ce qu'on appelle les fonds locaux. Et en plus, on est de plus en plus quand même sur un système où on nous demande de financer les choses plus sur les fonds locaux que sur les fonds nationaux. Voilà, c'était cette question-là. Mais je crois que monsieur a des éléments par rapport à ça. Oui, là, on a parlé beaucoup passe colo, colo apprenante. Moi, je voulais rebondir aussi sur colo apprenante. Parce que colo apprenante, c'est bien gentil, tout ça. Donc, on remplit des dossiers, on fait pitati, pitata. On va prendre un cas très concret, on va prendre le nôtre. Donc, on est aujourd'hui pratiquement fin mai. On ne sait toujours pas combien d'aides on va avoir de colo apprenante. Et en attendant, on a, je prends la parole, Guillaume, tu vois très bien de quoi je veux parler. En attendant, toutes nos inscriptions sont faites. Guillaume a fait que des suppositions d'eux. On va avoir une petite surprise la semaine prochaine ou dans 15 jours. On va nous dire, vous avez gagné au loto, vous avez tout. Voilà, donc là on est content, super. Cette année on ne sera pas en déficit, pitati pitata, ou on aura sorti le mauvais numéro et puis voilà, plus rien. Et on ne sait pas du tout combien. Donc nous, une association comme la nôtre ou comme beaucoup d'autres, on ne fonctionne que dans l'imaginaire. C'est bien parce qu'on est en colo toute l'année, nous, parce qu'on n'est que dans de l'imaginaire. On fait des grands jeux de chiffres, etc. Voilà, Guillaume, tu peux rebondir. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez mon beau camembert là. Donc en fait, actuellement, avec les colos apprenantes, pour nous, c'est un jackpot. Hein. Franchement, c'est supposé être le jackpot. On nous fait miroiter à peu près 800 € par enfant. Donc on fait des projets pour 800 € par enfant, on a le droit normalement, mais en fait, on vient de nous apprendre tout à l'heure que en fait, l'enveloppe qui est demandée est trop, le budget prévisionnel est trop important par rapport à l'enveloppe de l'État. Donc du coup, on ne va pas avoir 800 € par enfant. Mais nous, les familles, on leur a dit, vous avez droit, vous allez avoir certainement 800 €, donc il vous reste tant à charge. Mais ça, c'était imaginaire. Donc il va falloir trouver l'argent qui manque. Mais comme tu le soulignais, les familles, elles payent dès le mois de mars. Nous, on n'a pas l'argent dès le mois de mars. Alors, regardez mon beau camembert là. Les familles, on les fait payer dès le mois de mars. Hein, et on part en colo, elles ont tout payé. Elles sont... Oui, bien sûr, parce qu'elles ont des difficultés financières et qu'on permet d'échelonner les 200 € qu'on leur demande, les 150 ou 200 € en 4 à 5 fois, 5 paiements tous les mois. De mars à étaler jusqu'au mois d'août pour certaines. En sachant que donc c'est des familles qui anticipent. On fait ce travail-là. Voilà, on fait ce travail-là aussi auprès des familles d'anticipation. Le produit de séjour, c'est les fameuses maisons d'enfants à qui on fait payer le séjour complètement, nous payent après le séjour. Donc ça, il faut avancer l'argent. VACAF, c'est pareil, ne paye qu'une fois le séjour terminé. Donc tout ça, il faut avancer l'argent. Et donc, colo apprenante, l'année dernière, on a été payé au mois de décembre pour une colo qui s'est faite au mois d'août. Donc on a été payé, ce gros camembert à peu près, au mois de décembre. Les mairies, ça va, ils payent quand même, on arrive à anticiper. Mais en gros, on n'a que cette partie-là pour travailler au mois d'août. Donc ça veut dire qu'il faut, tout à l'heure tu parlais du fonds de roulement, et que ça a certainement tué beaucoup d'associations. On a la chance d'avoir un fonds de roulement conséquent qui correspond justement qui permet de couvrir ces dépenses, et notamment qui permet de payer nos animateurs en temps et en heure. Parce que nous, on paye nos animateurs en temps et en heure. Voilà. Ouais, je voulais donner quelques éléments sur le pass colo avant de venir, parce que je savais qu'on allait regarder un peu la question du modèle socio-éco. J'ai pris... en fait, j'ai dit au mois de mars dans une interview que le pass colo allait augmenter le prix des séjours. Alors, comme je me suis avancé, j'ai été vérifié. Quelle surprise! Les séjours ont augmenté. Alors, j'ai fait un truc un peu partiel. 5 associations qui défendent publiquement le pass colo
pour vérifier quelle était l'adéquation entre le propos, c'est le truc un peu classique, hein, et j'ai pris les chiffres 2022, 2023, 2024. Sur les catalogues publics, en sachant que c'est très compliqué d'avoir les catalogues publics avec les tarifs, puisque une partie de ça relève du secret industriel, et donc que les catalogues de vente ne sont pas publics, puisqu'il y a un tarif usagé en ligne, et puis il y a un tarif négocié pour les CE qui n'est pas le même, donc tout ça se relève du secret des affaires, donc ça n'apparaît pas. Donc j'ai pris ce que j'avais en ligne pour faire ce travail. Sur les 5 associations, une seule, enfin sur les 5 structures, une seule n'a pas augmenté ses tarifs, 0 € d'augmentation, aucune diminution du nombre de jours, parce que ça c'est l'autre, hein, c'est comme Nutella qui vend des pots au même prix mais en mettant moins de produits. Une seule, c'est une association de taille moyenne qui vend à des CE, etc., mais c'est une association de taille moyenne. Les 4 autres ont tout augmenté. Et ont augmenté en moyenne de 15% le tarif, avec des augmentations qui sont supérieures, très largement supérieures pour les unes, et relativement inférieures pour les autres. Donc le pass colo ne permet pas à des gens qui n'ont pas les moyens de payer moins cher leur colo. Ça permet de garantir des marges, des financements. Parfois, ça permet, et il faut le reconnaître aussi, hein, de rembourser des prêts engagés qu'il faut rembourser de la période Covid, hein, qui fait partie de ça, ou de refaire des marges, hein, on en parlait tout à l'heure, pour leur permettre de survivre. Donc c'est pas forcément négatif, hein, le propos que je tiens, mais il dit en tout cas qu'on dit que c'est pour les gens, mais c'est pas vraiment pour les gens en fait. Ce que j'ai vu, 5 assos. Hein, donc. Après, j'entends. Hein, après, moi, j'étudie beaucoup de budget de fonctionnement, de collectivités, d'associations. L'augmentation de 15%, je la retrouve sur quasiment tout, sur tous les budgets des centres sociaux, les budgets des associations. Les centres sociaux ont été impactés par d'autres choses. Voilà, hein, il y a que ce soit les coûts, les collectivités. Moi, j'interviens, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, moi, j'interviens principalement sur le milieu rural. Nous, la CAF, en termes d'investissement, on peut financer jusqu'à 80%. Les territoires où j'interviens sont des territoires prioritaires parce que c'est des territoires où il n'y a pas de... il y a très peu de services. Les collectivités me disent toutes, mais vous êtes bien gentil, monsieur Grigalou. Mais moi, au vu de l'augmentation des coûts, qu'est-ce que je fais? Alors c'est vrai, la CAF a augmenté ses prestations de services, a augmenté un certain nombre de choses, et je suis d'accord, hein, ça ne permet peut-être pas plus, mais au moins ça gomme l'effet. Après, moi je ne défends pas l'indéfendable, mais je trouve quand même que la caisse d'allocation familiale, sur les prestations de services, et là, on sort des colos, puisque les colos n'ont pas de prestations de service. Moi, je serais pour, hein, s'il y avait des prestations de service colos, allons-y. Hein. Mais ce que je veux dire, sur les prestations de service, on a augmenté assez significativement les choses, et c'est quand même une chance qu'il y a. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur les colonies de vacances. Par contre, on est sur d'autres modèles. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'entends hein, ce que vous dites, mais les coûts, ils ont augmenté de partout. Pour eux. Ah ouais, non mais voilà. Et c'est vrai que ça permettra peut-être pas à plus. La bonne nouvelle quand même, c'est que jusqu'à présent, la plupart des CAF finançaient jusqu'à des, pour les colos, jusqu'à des, des quotients familiales 700 voire 900 €. Là, on passe à 1000 à 1500 €. Voilà, ça peut permettre à certains qui n'avaient pas d'aide d'avoir des aides. Moi, j'ai jamais vécu en tant qu'adulte dans une commune, jamais travaillé pour un employeur qui finançait les colos. Mes enfants, je les ai pas forcément fait partir en colo. Je ne sais pas si cette aide aurait aidé ou pas, mais je pense qu'elle élargit un petit peu. Juste pour compléter sur les dispositifs, effectivement, à partir du moment où on est sur des fonds publics, à chaque fois, on est sur des financements a posteriori. Et on sait la difficulté que ça pose pour les associations. Je parlais du FDVA tout à l'heure. On est sur la même difficulté, avec un calendrier qui arrive souvent avec des prises de décision qui ont lieu au mois de juin, avec un versement qui a lieu quasiment au mois d'octobre, pour des projets qui sont censés se dérouler sur l'année. Donc forcément, on est sur à chaque fois une avance de la part de l'association. Après, le dispositif colo apprenante, il a permis quand même à des associations qui étaient en difficulté de pouvoir à un moment bénéficier de soutien financier. Là, on a été quand même avec un dispositif qui a évolué parce qu'on était sur un QF au démarrage de l'action, tout démarrage à 800, qui est passé à 1200 pour arriver à 1500 maintenant. Donc on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez intéressant et qui peut pallier une difficulté, c'est de commencer à toucher les classes moyennes. Parce que quand même la dernière étude de l'OVLJ, l'Office de
l'Observatoire Lovège, c'est quand même que le public qui partait en colo en 2016, c'était soit les bas revenus, soit les hauts revenus, et plutôt des urbains. Voilà, c'était ça vraiment le constat. Si on peut réussir par le biais d'un dispositif comme ça de pouvoir attirer un public de la basse, enfin de la classe moyenne basse, on va dire, parce que voilà, qu'est-ce qu'on appelle classe moyenne aussi, ça c'est encore une autre question. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui peut permettre quand même un peu plus de mixité sociale, quand même. Voilà. Bon, juste pour... après, il y avait des questions, effectivement, mais juste pour revenir sur le pass colo, du coup, on arrive à la chose suivante, nous, dans notre association. Alors, évidemment, les familles ont droit au pass colo quand elles ont... Là, les enfants ont 13 ans, donc on met le pass colo en action. Et en fait, on se rend compte que les familles, du coup, ne doivent plus que 20 € pour le séjour. Alors, on avait une politique, de toute façon, on doit toujours faire payer les familles, parce qu'un séjour, ça doit être forcément vacances, ça devrait quand même, il doit y avoir une part familiale. Et notre minima, c'était 150 €. Et là, on se retrouve à faire payer, on l'applique, nous. Hein. Et maintenant, les familles partent pour 20 €, quoi. Donc là, c'est aussi c'est un sujet de questionnement, en fait. Oui, moi, je suis un petit peu inquiet sur l'avenir de l'association Montjoie. Si, je suis inquiet parce que si on regarde le pass colo, si c'est lié à la mixité sociale, Montjoie, non. Non, puisque c'est vraiment une catégorie sociale. Donc, vous n'allez plus avoir les subventions. Si on voit l'écolo apprenante, non plus, puisque l'écolo apprenante, en principe, c'est un complément scolaire de l'école, donc vous n'allez plus avoir de subventions. Donc je suis inquiet pour vous. Alors j'ai bien une solution, mais je ne sais pas si elle va vous ravir. C'est quand je vois le camembert, là, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est les dépenses. Bon, les dépenses. Actuellement, la dépense principale, c'est l'encadrement. Hein, bon. Et après, c'est l'alimentation. Bon. Donc revenez à la formule initiale, en première colonie de vacances, où les dépenses d'encadrement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Non. Parce qu'avec des bénévoles, souvent les curés, les bonnes sœurs, les instituts, etc., ils ne se faisaient pas payer, donc je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Mais par contre, effectivement, à ce moment-là, la dépense principale, c'était l'alimentation. Bon, donc vous n'êtes pas loin. Ah bah oui, évidemment. Il fallait que le bon air profite. Hein, bon, ils avaient un examen médical avant. Bon, donc l'alimentation, c'est bien, mais je ne sais pas si vous irez jusqu'à ce qu'étaient les dépenses en alimentation à ce moment-là, parce que l'élément principal, le plus cher de l'alimentation, c'était le vin. Aujourd'hui, ça va être difficile de donner du vin aux enfants, mais bon, pourquoi pas après tout, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être un avenir à Montjoie dans cet aspect-là. Je trouve que c'est pas mal parce que ça clôture ce débat autour des modèles socio-économiques avec une réflexion sur l'engagement et l'engagement bénévole, parfois presque professionnel, une professionnalisation qui est requis à la fois encadrant mais aussi de la part des animateurs eux-mêmes. On renvoie sur la table suivante puisqu'elle abordera le cœur du projet et donc le rôle de ces acteurs, animateurs et directeurs. Merci à vous.